Je m'appelle Chloé. J'ai 29 ans. Je me suis marié samedi dernier. Ce jour-là aurait dû être le plus beau moment de mon existence. Un de ces instants magiques qu'on raconte à ses petits-enfants. Un souvenir précieux pour les années où les cheveux seront blancs. J'imaginais être entouré de tous ceux qui m'ont vu grandir. Nous avons choisi un domaine magnifique près d'Aix-en-Provence. C'était une bastide de pierre entourée de vignes et de lavandes. Un vieux chêne majestueux nous offrait son ombre. Pour tout dire, c'était une journée de rêve avec Marc. Marc est l'homme de ma vie. Mais un détail me déchirait le cœur. Chaque fois que mes yeux se posaient sur le premier rang, je sentais un vide immense. Ces chaises en bois blanc étaient vides. Elles étaient destinées aux personnes les plus importantes de ma vie. Les chaises sont restées nues durant toute la cérémonie. En France, on dit souvent que la famille est sacrée. C'est un pilier. On nous l'apprend dès le berceau. Pourtant, j'ai encore une boule au ventre quand j'y pense. Aucun membre de ma propre famille n'est venu à mon mariage. Ni mes parents. Ni ma petite sœur Léa. Ni même mon meilleur ami d'enfance Lucas. Lucas était comme un frère pour moi depuis nos 5 ans. Vous voulez savoir où ils étaient tous? Ils étaient à la fête de fiançailles de ma sœur. Oui, vous avez bien entendu. Ma sœur Léa a organisé sa grande réception le même jour que mon mariage. Elle connaissait ma date depuis 8 mois. Ma famille n'a pas hésité une seule seconde. Ils l'ont choisie elle. Ils n'ont même pas essayé de faire semblant. Les invitations pour son événement sont arrivées 2 mois avant mon mariage. C'étaient des cartons luxueux et arrogants. Elle criait pour attirer l'attention. Des lettres dorées sur du papier italien coûteux. Des photos professionnelles de Léa et son fiancé s'embrassant sur une terrasse à Saint-Tropez au coucher du soleil. Pendant ce temps, mes invitations étaient simples. J'ai reçu des réponses froides par message. Ma mère a écrit un texte court sur son téléphone. Il faudra voir si on peut tout combiner, ma chérie. Mon père n'a même pas utilisé de mots. 3 jours plus tard, il a envoyé un simple pouce levé. J'ai essayé de me dire que j'exagérais. Léa a toujours été la préférée. Elle était la prunelle des yeux de mes parents. La fille parfaite qui ne fait jamais de bêtises. Elle a eu la plus grande chambre quand nous étions petites. Ils lui ont acheté une voiture neuve pour ses 18 ans. Elle a toujours pris toute la lumière à la maison. Je m'étais habitué à vivre dans son ombre. J'étais le second choix. Mais je pensais naïvement que mon mariage changerait les choses. Je croyais que pour un seul jour je serais la priorité. 2 semaines avant le grand jour, j'ai appelé ma mère. Je voulais savoir s'il venait enfin. Il y a eu un silence lourd au téléphone. Puis elle a soupiré. Chloé, pour le mariage c'est compliqué. La fête de fiançailles de ta sœur tombe le même jour. C'est impossible pour nous d'être aux 2 endroits à la fois. J'ai ri nerveusement. Je pensais que c'était une blague de mauvais goût. Mais son ton était glacial. Elle ne plaisantait pas. Vous ne venez donc pas? Ma voix a tremblé malgré moi. Je détestais montrer ma fragilité. La famille de son futur mari vient de toute l'Europe. C'est une occasion unique de rencontrer les beaux-parents. Ce sont des banquiers très influents. Elle parlait comme si rencontrer des gens riches était plus important que le mariage de sa fille. Maman, c'est mon mariage. C'est le seul mariage de ma vie. Elle a encore soupiré. Elle était condescendante avec moi. Elle me traitait comme une enfant capricieuse. Tu comprendras quand tu auras tes propres enfants, Chloé. Nous ne pouvons pas nous diviser en 2. J'ai raccroché sans dire un mot. Mes mains tremblaient. J'ai failli faire tomber mon téléphone. Je n'ai pas prévenu Marc tout de suite. Je ne voulais pas éteindre la joie dans ses yeux. Il préparait les derniers détails avec tant d'amour. Mais les jours suivants ont été une suite d'humiliations. Mes oncles et mes cousins ont envoyé des excuses bidons. Puis le coup de grâce est arrivé. La veille du mariage, Lucas m'a appelé. Mon confident. Mon prétendu meilleur ami. Je suis vraiment désolé, Chloé, mais la fête de Léa est un événement majeur. Il y aura tout le gratin de la région. Je ne peux pas rater ça. Il m'a troqué contre quelques relations superficielles. Le jour du mariage est arrivé. J'ai marché vers l'autel avec un sourire de façade. Ce genre de sourire qu'on porte quand le monde s'écroule. Mais je refusais que les autres voient ma peine. Marc était là. Il m'attendait avec un regard plein de dévotion. Nos vrais amis ont rempli le domaine de rire et de chaleur.
J'ai essayé de me concentrer sur eux. Je voulais savourer ce bonheur. Mais mes yeux cherchaient mon propre sang. Je voyais ces chaises vides et la douleur était profonde. La cérémonie s'est bien passée. Pendant quelques instants j'ai oublié la tristesse. C'est pendant le repas que la réalité m'a frappé de nouveau. Nous allions couper la pièce montée. Mon téléphone a vibré sur la table. C'était un message de ma mère. Nous devons nous parler immédiatement. Avant que je puisse comprendre, l'écran s'est rempli de notifications. Appel après appel. 52 appels manqués en moins d'une heure. Ma main s'est figée sur le couteau. La musique et les rires sont devenus un bruit lointain. Marc a tout de suite vu que j'étais pâle. Il s'est penché vers moi. Qu'est-ce qui se passe, mon amour? Je n'ai pas répondu. Je fixais l'écran avec le cœur qui battait trop fort. Qu'est-ce qui pouvait être si urgent? Ma mère n'était pas venue à mon mariage mais elle m'appelait comme une folle. Puis le téléphone a vibré encore. Un message de ma cousine Sarah. Tu ne croiras jamais ce qui se passe à Saint-Tropez. Appelle-moi dès que tu peux. Ne dis pas que ça vient de moi. Mon pouce est accéléré. Je n'ai pas répondu. Je ne voulais pas entrer dans ce cyclone. J'avais un nœud à l'estomac. Je savais que c'était lié à cette fête de Léa. J'ai rangé le téléphone dans ma robe. J'ai essayé de ne pas gâcher notre moment. J'entendais à peine le DJ. Il nous a invités sur la piste pour la première danse. J'ai serré Marc contre moi. Je me laissais porter par la musique sous les guirlandes lumineuses. Mais mes pensées étaient à des centaines de kilomètres. Je voyais mes parents et ma sœur. Je les imaginais dans un salon luxueux face à la mer. Ils buvaient du champagne et souriaient devant les objectifs. Ils célébraient sans moi. Quand la musique s'est arrêtée, je me suis éclipsé. J'ai dit que j'allais me recoiffer. Je suis sorti dans la cour. L'air frais de la nuit provençale m'a fait du bien. On entendait les grillons. J'ai pris une grande inspiration et j'ai appelé Sarah. Elle a décroché tout de suite. Chloé, il parle de toi. Sa voix était basse. Elle se cachait sans doute dans une salle de bain. Ils disent partout que tu es égoïste. Ils disent que tu as choisi ta date pour faire de l'ombre à Léa. Ta mère raconte à tout le monde que tu as fait ça exprès. Elle dit que tu veux lui voler la vedette. J'étais sidéré. Quelle folie. J'ai annoncé ma date des mois avant que son fiancé ne fasse sa demande. Je sais, m'a dit Sarah. Mais ils sont en train de réécrire l'histoire. Et accroche-toi bien. Ton père raconte à la belle famille que tu n'as plus de lien avec nous. Il dit que tu es une personne très difficile. Il explique que c'est pour ça que personne n'est venu à ton mariage. J'avais la bouche sèche. Il faisait de moi la méchante de ma propre vie. Et ce n'est pas tout. Sarah a continué avec un ton plus grave. Lucas est ici. Il se pavane et joue les victimes. Il raconte qu'il n'a pas pu être ton témoin parce que tu es devenue folle avec la liste des invités. Il fait croire que c'est toi qui ne voulais pas de lui. J'ai perdu la parole. Lucas. Le garçon avec qui j'avais partagé toute ma vie. Il était là-bas en train de salir mon nom. Tout ça pour plaire aux amis de Léa. Sarah a attendu une seconde avant de porter le dernier coup. Et ta mère? Il y a un énorme problème avec le traiteur à leur fête. Il manque de fruits de mer et de petits fours de luxe. Elle veut que tu utilises tes contacts pour sauver la soirée de Léa. C'est pour ça qu'elle t'appelait sans arrêt. L'audace de cette demande était une insulte. Il n'était pas venu à mon mariage. Il m'insultait devant des centaines d'invités. Il voulait protéger leur petite image sociale. Et maintenant il voulait que je devienne l'assistante de ma sœur. J'avais envie de jeter mon téléphone. J'avais envie de retourner danser avec Marc et d'oublier tout ça. Mais la colère me brûlait la gorge. C'était toujours le même scénario. Il me faisait du mal et je passais pour la coupable. Puis ils revenaient vers moi quand ils avaient besoin d'aide. Ce soir-là, quelque chose s'est cassé définitivement. J'ai décidé de changer les règles. Je ne voulais pas salir la fin de ma fête. Je n'ai rien dit à Marc. Je suis retourné dans la salle. J'ai souri et j'ai dansé. J'ai profité de mes amis pendant quelques heures. Mais le poids de la trahison était là. Quand la fête s'est terminée, nous sommes allés dans la suite nuptiale. Nous étions épuisés. C'était cette fatigue de celle qui a souri pour cacher son cœur brisé.
J'allais poser mon téléphone sur la table de nuit. L'écran s'est allumé. C'était un nouveau message de Sarah. Pas de texte. Juste une photo. J'ai ouvert l'image. J'ai senti le sang quitter mon visage. Ma sœur Léa était au centre de la photo. Elle portait une robe de créateur magnifique. Mais ce n'est pas le tissu qui m'a coupé le souffle. C'était ce qui brillait autour de son cou. Léa portait le collier d'émeraude et le peigne en écaille de notre grand-mère Rose. Ce n'étaient pas de simples bijoux. Ces objets racontaient notre histoire. Ils étaient nos racines. Et surtout c'était le seul héritage que ma grand-mère m'avait promis. Je me souviens très bien de ce soir-là. Grand-mère Rose m'avait appelé dans sa chambre. J'avais 19 ans. C'était quelques mois avant qu'elle nous quitte. Elle m'avait pris les mains. Elle avait posé le coffret en velours vert sur mes genoux. Chloé, ma petite fille, c'est pour toi. Je veux que tu portes mes émeraudes le jour de ton mariage. Elles te donneront la force qu'elles m'ont donnée. Elle l'avait même écrit dans son testament. Ces bijoux étaient restés dans le coffre-fort de ma mère. Quand j'ai posé la question il y a quelques mois, ma mère m'a menti. Elle m'a regardé dans les yeux et a dit que l'or était trop abîmé. Elle a dit que le peigne était fissuré. C'est trop dangereux de les sortir maintenant. Ils risquent de se casser. Et là ils étaient là. Étincelants et parfaits au cou de la fille préférée. Et le pire était sur la photo. Dans le fond on voyait Lucas. Mon ami de toujours riait avec une coupe de champagne à la main. Je me suis figé. Marc est sorti de la salle de bain. Il a vu ma tête. Il a jeté sa serviette et a couru vers moi. Qu'est-ce qui se passe, Chloé? Tu es toute blanche. J'ai hésité. On s'était promis que ce jour serait le nôtre. Mais je ne pouvais plus porter ça seul. J'ai tourné l'écran vers lui. Marc a regardé la photo. Sa mâchoire s'est contractée. C'est le collier de ta grand-mère. Ce qui te revenait. J'ai hoché la tête. Ma mère m'a juré qu'ils étaient cassés. Elle a menti pour les donner à Léa. Marc s'est assis sur le lit. Il avait les poings serrés. Chloé, c'est plus qu'un manque de respect. C'est un vol. Ils ont volé ton héritage devant tout le monde. À ce moment mon téléphone a vibré encore. Un message vocal de ma mère. J'ai mis le haut-parleur. Sa voix était d'abord mielleuse puis impatiente. Chloé, je ne comprends vraiment pas pourquoi tu ne réponds pas. Léa a une petite crise avec le buffet. On a pensé que tu pourrais appeler ton ami du restaurant gastronomique pour nous dépanner. Ah oui, au fait. J'ai prêté les bijoux de grand-mère Rose à ta sœur. Je voulais qu'elle soit élégante devant ses beaux-parents. Ne fais pas un drame s'il te plaît. Ce ne sont que de vieilles pierres. Appelle-moi demain. À cet instant précis, quelque chose est mort en moi. Ce n'était plus seulement l'absence au mariage. Ce n'était plus les commérages ou les mensonges de Lucas. C'était cette froideur totale. Ma mère pouvait prendre un souvenir sacré pour moi et le donner à ma sœur comme si ma douleur n'existait pas. Je pensais que j'allais hurler ou pleurer. Mais aucune larme n'est venue. J'ai ressenti un froid coupant. Pendant des années j'avais tout accepté. Je me disais que c'était ma famille. Ce soir-là j'ai compris que je n'étais qu'un pion pour eux. Je n'étais qu'une figurante dans la vie parfaite de Léa. Je suis restée silencieuse longtemps. Mon esprit était clair maintenant. Une clarté chirurgicale. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas discuter avec eux. J'ai ouvert mon ordinateur. J'ai créé un dossier secret. J'ai enregistré chaque capture d'écran. Chaque message vocal. Chaque photo envoyée par Sarah. J'ai nommé le dossier pour plus tard. Le lendemain, le soleil de Provence entrait dans la chambre. Mais le monde me semblait plus terne. Marc dormait encore. J'ai vérifié mon téléphone. Le harcèlement continuait. 93 appels manqués. 22 messages vocaux. Des dizaines de textes de mes parents et de parents éloignés. Tous disaient la même chose. Tu dois appeler ta sœur. Pas une seule félicitation pour mon mariage. Pas un seul regret pour leur absence. Seulement des ordres et du chantage affectif. J'ai enfin écouté le message de mon père. Son ton était dur et agacé. Chloé, je ne sais pas ce qui te prend. Ignorer sa famille un tel soir est un comportement d'enfant. On espérait que tu serais plus mature maintenant que tu es marié. Appelle ta mère et fais ce qu'il faut.
Faire ce qu'il faut. Comme s'ils avaient agi correctement avec moi. Ce premier jour de mariage aurait dû être fait de rire et de souvenirs. Mais j'ai passé ma journée à calculer la suite. Je savais que si j'explosais maintenant ils gagneraient. Ils diraient que j'exagère ou que je suis ingrate. J'ai décidé de ne rien leur donner. Pas un mot. Pas une larme. Le silence serait ma meilleure arme. Au retour de notre court voyage de noces sur la côte italienne, ma vision a changé. Je ne me sentais plus orpheline de parents vivants. J'ai mis toute mon énergie dans ce que je pouvais contrôler. Mon mariage et ma carrière. Marc et moi avons commencé à bâtir notre propre empire. Nous étions enfin libres de leur ombre. Le premier changement a eu lieu au travail. J'étais chef de projet dans une boîte internationale. J'étais efficace mais discrète. C'était fini. J'ai commencé à diriger des projets risqués. J'ai signé des contrats que personne ne voulait. En moins d'un an, j'ai été nommée directrice commerciale pour toute la région sud. Avec ce poste, j'ai eu une grosse augmentation. Marc et moi avons investi intelligemment. Nous avons acheté un superbe appartement dans le quartier du Marais à Paris. Nous avons aussi acheté des villas de luxe sur la Côte d'Azur pour les louer. Soudain, notre cercle social a changé. Nous organisions des dîners élégants. Nous allions à des galas et des ventes aux enchères. Nous faisions partie de la vraie élite de la capitale. Et le plus ironique, c'est que c'était le monde que ma famille rêvait de rejoindre. Léa et Lucas faisaient semblant d'être riches pour entrer dans ces cercles. Nous nous y étions par notre propre mérite. Pendant tout ce temps, je restais en contact secret avec Sarah. Elle me donnait des nouvelles. Elle me racontait que le mariage de Léa devenait un cirque démesuré. Mes parents se plaignaient de mon ingratitude. Lucas se pavanait au repas de famille comme s'il était le fils idéal. Je n'ai jamais répondu aux provocations. Leur venin n'avait plus de cible. Mais dans l'ombre, j'avançais mes pions. J'ai engagé Maître Alexandre. C'est l'un des avocats les plus redoutables de Paris pour les affaires d'héritage. Je ne voulais pas lancer le procès tout de suite. Je voulais qu'il étudie le testament et chaque preuve. Le moment décisif est arrivé un mardi. 18 mois après mon mariage. J'étais dans mon bureau vitré à regarder des contrats. J'ai reçu un mail de Sarah. Tu dois voir ça. Il y avait un document attaché. C'était des scans haute définition de l'inventaire des biens de ma grand-mère. Des documents notariés officiels. Le collier d'émeraude et le peigne étaient décrits précisément. Mon nom était écrit noir sur blanc comme seule héritière. Je le savais déjà. Mais ce qui a fait bondir mon cœur était à la fin. Une pièce jointe signée par ma propre mère. La date était de quelques semaines avant mon mariage. Le texte disait textuellement. Bijoux confiés à Léa pour un usage temporaire pour ses fiançailles. Ils doivent être remis au coffre ensuite. Usage temporaire. Je me suis calé dans mon fauteuil de cuir. Un sourire glacial est apparu sur mes lèvres. Ma mère avait reconnu par écrit que les bijoux n'étaient pas à Léa. Et 2 ans plus tard, elle les gardait toujours illégalement. En France, on appelle ça un détournement d'héritage. Cette même semaine, le destin m'a donné la dernière pièce. Lors d'une soirée de charité au Louvre, j'ai rencontré une organisatrice de mariage très célèbre. On discutait autour d'un verre. Elle m'a parlé sans savoir qui j'étais d'un mariage immense qu'elle préparait dans une villa près de Cannes. La mariée s'appelle Léa, m'a-t-elle dit en levant les yeux au ciel. Elle a des exigences ridicules. Elle est obsédée par son image devant ses beaux-parents banquiers. Elle veut que la presse people couvre l'événement. J'ai gardé un visage neutre mais mon cerveau tournait à fond. Le mariage de Léa était dans 6 mois. Ce serait grandiose et très public. J'avais le document légal. J'avais l'avocat. Et j'avais la date du jour le plus important pour elle. Maître Alexandre m'a dit qu'on pouvait agir n'importe quand. Mais je lui ai demandé d'attendre. Le timing est essentiel. Nous attendrons le jour où ça fera le plus mal. Le jour du mariage de Léa est arrivé sous un soleil radieux. Un samedi de printemps magnifique sur la Côte d'Azur. Je me suis réveillé tôt. Je n'étais pas invité. Bien sûr que non. Mais mon plan était prêt. J'ai passé la matinée dans mon bureau avec un café. J'ai relu le dossier une dernière fois. Tout était parfaitement classé. Le testament original. L'aveu signé par ma mère. Et l'arme fatale. Une ordonnance judiciaire pour la restitution immédiate des bijoux sous peine de poursuite criminelle.
La surprise était totale. Maître Alexandre portait un costume sur mesure impeccable. Il avait l'ordre d'arriver à la villa à 15h15. C'était le moment où les invités prestigieux s'installaient. Juste avant que les photos de la mariée ne commencent. Mais je n'ai pas seulement utilisé la loi. J'avais parlé à une journaliste influente d'un grand magazine de mode. Je lui avais donné quelques indices sur un scandale familial lié à des bijoux historiques. Elle avait fait ses recherches. Elle avait promis de publier si quelque chose éclatait. À 15h17 mon téléphone a vibré. Nous y sommes, disait le message de l'avocat. Ta sœur ne l'a pas bien pris du tout. Je me suis servi un verre de vin. Je me suis assise avec Marc pour attendre. Quelques minutes plus tard, Sarah m'a tout raconté par message. Elle écrivait en cachette. L'arrivée de l'avocat avec un huissier a provoqué un séisme. L'organisatrice du mariage a failli s'évanouir en lisant l'ordre du juge. Elle a pris Léa à part. Ma mère a essayé de sourire en disant que c'était un malentendu. Mais quand l'avocat a montré le papier signé par elle, tout s'est arrêté. Il a parlé de détournement de biens. L'organisatrice a refusé de continuer. Elle a dit que si Léa portait des bijoux volés, son entreprise risquait un procès de plusieurs millions. Cela voulait dire que Léa ne pouvait pas faire un pas vers l'hôtel avec mes émeraudes et mon peigne. Les messages de Sarah arrivaient en boucle. Chloé, c'est un spectacle incroyable. Léa hurle sur ton père dans sa loge. Lucas essaie de la calmer mais elle vient de lui jeter un flacon de parfum à la figure. L'huissier exige les bijoux. Il les retire en ce moment même. Puis le message de la victoire est arrivé. Le photographe a annulé la séance de portrait. Léa a le maquillage ruiné par les larmes. Les beaux-parents demandent quel est ce scandale de bas étage. Je n'ai rien mis sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas insulté personne. J'ai laissé leur propre venin faire le travail. À 18h, la rumeur courait déjà partout. Des photos de la mariée avec le cou nu et une coiffure de secours circulaient. Le lendemain, le coup final est tombé. La journaliste a publié un article féroce. Le titre était Le secret sombre derrière le mariage des riches. Les bijoux de la discorde. Le texte ne me présentait pas comme une coupable. Il racontait les faits simplement. Il citait le testament et finissait par dire que les émeraudes étaient enfin chez leur vrai propriétaire. Et c'était vrai. Le collier et le peigne étaient maintenant dans leur coffret vert sur mon bureau. À l'endroit où ils auraient dû être depuis le début. Dès que l'article est sorti, mon téléphone a sonné. C'étaient mes parents. Appel après appel. Je n'ai pas répondu. Le silence était mon droit le plus strict. La chute a été très rapide. En une semaine, l'histoire a fait le tour des réseaux. Ce n'était pas une nouvelle nationale mais c'était assez pour les couler dans leur monde social. Les gens riches qui les flattaient ont arrêté de les appeler. Les invitations aux fêtes de l'été ne sont jamais venues. Mais le pire est venu de la belle famille de Léa. Les banquiers étaient furieux. Ils trouvaient que le nom de leur fils était sali par un scandale de voleurs de famille. Sarah m'a raconté que l'ambiance chez mes parents était devenue insupportable. Ma mère accusait mon père de ne pas avoir réglé ça avec de l'argent. Mon père hurlait sur ma mère parce qu'elle avait été assez bête pour signer ce papier de prêt temporaire. Léa essayait de sauver son image sur les réseaux sociaux. Elle mettait de vieilles photos de ses fiançailles avec mes bijoux. Elle écrivait des textes sur l'amour de la famille. Ça n'a pas marché. Les commentaires étaient remplis de questions méchantes. Des gens me citaient en applaudissant la justice. Elle a dû fermer son compte après quelques jours. Lucas n'a pas été épargné non plus. Il avait été le plus grand défenseur de Léa après avoir quitté mon mariage. Quand les preuves légales sont sorties, il est passé pour un menteur. Nos anciens amis d'enfance ont compris qu'il avait menti sur moi pour plaire à la sœur riche. Ils lui ont tous tourné le dos. Des mois plus tard, je l'ai croisé dans une galerie d'art à Paris. Il n'a pas eu le courage de me regarder en face. Il a baissé la tête et il est parti. Je ne lui ai plus jamais parlé. Je n'ai plus jamais parlé à mes parents non plus. Pas parce que j'étais encore en colère. Même si une partie de moi le restera toujours. Mais parce que j'ai compris qu'il n'y avait plus rien à dire. Ils ont fait leur choix définitif le jour où ils ne sont pas venus à ma fête. Ils ont préféré le champagne de Léa à mon bonheur. Moi j'ai juste fait en sorte que le monde entier voie ce choix clairement. Le collier et le peigne sont avec moi. Aujourd'hui ils signifient bien plus qu'un simple héritage. Ils sont le rappel que je n'ai plus à jouer selon leurs règles.
Je n'ai pas besoin de leur validation pour savoir qui je suis. Un an plus tard, pour notre anniversaire de mariage, Marc et moi sommes allés dans un restaurant intime. Le soir, devant le miroir, j'ai sorti les bijoux. Marc s'est placé derrière moi. Il a fermé le collier d'émeraude autour de mon cou. Il a placé le peigne de grand-mère rose dans mes cheveux. J'ai vu les reflets verts dans les pierres et j'ai pensé à elle. Elle avait toujours voulu ça pour moi. J'ai dû être prête à tout perdre pour trouver ma place. Marc m'a regardé dans le miroir. Il m'a souri avec cette tendresse qui m'a sauvé. On dirait qu'ils sont enfin rentrés à la maison, n'est-ce pas, m'a-t-il murmuré. J'ai hoché la tête sans rien dire. La vérité était très simple. Ils s'étaient effacés eux-mêmes de ma vie. Moi, j'ai juste fermé la porte et j'ai jeté la clé au fond de l'océan. Merci à tous d'avoir écouté cette histoire. Si ce récit vous a touché, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner. Cela nous aide à créer de nouvelles histoires. Laissez aussi un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez et depuis quelle ville vous nous écoutez. C'est un plaisir de vous lire. Nous vous rappelons que tout le contenu et les personnages sont fictifs. Ils ont été créés avec l'aide de l'intelligence artificielle. Merci du fond du cœur et à bientôt pour une prochaine histoire.